BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Je suis ravie de vous retrouver, c'est BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus. On est en direct jusqu'à 15h30. Comment s'en sort notre secteur des cryptos actifs en France alors que Mika vient de s'installer, que Donald Trump lui aussi vient de s'installer et compte alléger la réglementation de l'autre côté de l'Atlantique? Une étude sur le développement du Web3 nous invite à l'optimisme. On va en parler dans un instant avec Cyril Armange, directeur général adjoint de Finance Innovation. Merci d'être sur ce plateau. On parlera aussi de cette dynamique qu'il faut organiser au mieux, mettre en place une fiscalité incitative et non pas punitive. Et alors que les institutions, pendant ce temps-là, les institutions financières freinent encore des quatre fers, on va le voir. On va parler de tous ces sujets avec Stéphanie Nemarkatias, avocate associée chez DNA Partners. Merci d'être sur ce plateau. Et Nathalie Janson, qui est une habituée des plateaux de BFM Business, professeure associée d'économie à Neoma Business School. On parlera aussi, ça vous intéressera peut-être aussi, Cyril, de féminisation du secteur des cryptos. Et Dieu sait qu'on va en avoir besoin. Merci en tout cas d'être dans cette émission. Je vous rappelle l'adresse où nous écrire ou réagir, crypto@bfmbusiness.fr. On va commencer donc par cette étude qui nous parle du développement. Il est intéressant d'ailleurs ce mot développement du Web3. On en parle avec vous, Cyril Armange. C'est une étude qui a été faite sur 73 startups, 12 experts interrogés. Pourquoi vous avez lancé cette étude? C'est la première du genre. C'est la première du genre, effectivement. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un état de l'art, de la santé en fait aujourd'hui de notre écosystème Web3, crypto en France. Il faut savoir que la pertinence d'un écosystème se mesure à travers ses talents, à travers son financement, à travers la collaboration entre les acteurs innovants et les acteurs traditionnels et les grands groupes. Et l'idée, c'était de faire un petit peu le point sur ce sujet-là. Et on a des chiffres intéressants qui sont ressortis de tout ça. À l'initiative de Dors 3, Finance Innovation, Stack Talent, la DAN, qu'on avait hier, il y avait Laurent Viau qui était sur ce plateau, et la Banque de Lubac et compagnie. Donc, on en parle tous les jours dans cette émission, à coup de réglementation, puis de bonnes nouvelles. Le secteur subit des hauts et des bas. Mais le premier enseignement, c'est que c'est un secteur réellement, même en France, en pleine expansion, et les acteurs français y ont leur place. Absolument. Il faut savoir qu'en France, quand même, on a un avantage comparatif sur ces sujets. Je me souviens de Bruno Le Maire qui voulait faire de la France le pôle du Web3 mondial, en fait. Donc, on a vraiment des avantages comparatifs, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes également de solutions innovantes qui se développent. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut soutenir ces acteurs et surtout faire en sorte qu'une réglementation, qu'une compréhension également des acteurs politiques, on est souvent malheureusement dans l'approximation, on est souvent dans la caricature en fait du Web3. Le Web3, c'est pas que des cryptos, c'est pas que les tokens, mais c'est la technologie blockchain en fait. Ouais. Donc c'est une nouvelle manière effectivement de se réapproprier la valeur des choses que nous exploitons. C'est la possibilité d'avoir de la traçabilité, des paiements beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus transparents. Et l'idée justement de cette étude, c'est de montrer qu'aujourd'hui en France, on a véritablement de belles pépites et qu'il faut les soutenir parce qu'il y a des sujets effectivement de souveraineté numérique qui sont associés à tout ça. On a des champions, on a Ledger, on a Sora, dont on parle très souvent sur cette antenne. Il y a des levées de fonds importantes. Ça veut dire qu'une partie de l'écosystème est mature et rentable. Absolument. Il faut capitaliser sur cette partie de l'écosystème. Mais souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de bonsaï. Je me souviens quand les fintechs sont apparus en France, on avait un peu les mêmes soucis en fait. Donc c'est comment on arrive justement sur ces autres acteurs à les soutenir parce qu'aujourd'hui il y a une réglementation qui se met en place, il y a des enjeux auxquels ils doivent faire face et notre rôle, notre ambition en tout cas chez Finance Innovation, c'est d'accompagner ces acteurs pour qu'ils puissent avoir les moyens de se développer sereinement et de répondre effectivement au mur réglementaire aujourd'hui qui s'érige dans notre écosystème. C'est intéressant, Nathalie Janson. Oui, en fait, c'est la partie en fait qui est la plus intéressante, c'est quand Mika avec son entrée, compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté en fait de l'océan, malheureusement, en fait, pose des questions sur ce qui arrive. Et en fait, c'est ça la plus grande incertitude et le casse-tête en fait, je pense, pour toutes ces personnes et ces acteurs qui ont permis le développement, c'est de se dire mince, j'en ai encore plein qui voudraient arriver. Mais compte tenu du contexte réglementaire et de ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, je ne suis pas sûre qu'ils aient envie de démarrer chez nous. Donc, pour ce qui est de ceux qui sont là, je pense que voilà, ils ont payé le prix de la réglementation, ils se sont mis tout comme il faut, comme on attendait d'eux. Ouais. Mais quid de ceux qui vont arriver et qui se trouvent devant cette situation compliquée? Stéphanie?
Oui, je trouve effectivement c'est essentiel d'avoir ce genre d'études chiffrées qui nous donnent des précisions claires sur l'écosystème, non seulement pour montrer qu'il y a des projets très innovants, très prometteurs, mais aussi pour montrer qu'on a des talents en France et qu'il faut les promouvoir et surtout pas les faire partir. Et en ce qui concerne la remarque sur la réglementation, effectivement, on pointe la réglementation comme un frein. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que le levier fiscal peut être soit un frein, soit au contraire une incitation à rester en France, à attirer les capitaux, à attirer les talents. Et je pense qu'aussi, voilà, il faut jouer sur ces deux leviers réglementaires, fiscales, pour que la France garde une place prépondérante dans l'écosystème. Oui, c'est intéressant. Depuis quelques semaines et puis depuis le début de l'entrée en vigueur finalement de MiCA, on pointe les projecteurs sur ce mur réglementaire qui se dresse devant le secteur européen. Effectivement, c'est intéressant de parler ici de talent, c'est intéressant de parler ici aussi de formation. Ça donne un espoir, un optimisme pour ce secteur en devenir finalement, Cyril. Absolument. 90% des personnes interrogées pointent effectivement l'absence de formation sur ces sujets en fait. Donc effectivement aujourd'hui il existe des certificats délivrés par Alira, la Blockchain Business School, par l'Université Dauphine, par votre institution également, Nathalie, sur quelques points. Mais aujourd'hui, il y a un manque de talent en fait parce que c'est un domaine qui est technique, c'est un domaine qui évolue assez rapidement, donc les barrières à l'entrée sont importantes et justement nos boîtes ont besoin de cette technicité pour pouvoir justement répondre aux défis de la compétition. Et en plus, comme on le disait, MiCA, c'est quelque chose de très bien. Il faut rappeler que ça permet d'harmoniser des règles, ça permet de protéger les consommateurs, mais pour des petites structures, en fait, le pas justement à effectuer est consommateur de ressources financières, techniques, juridiques, fiscales. Et il faudrait peut-être développer une approche un peu plus adaptative pour ces justement structures pour pouvoir être compliant en fait. Vous avez beaucoup parlé de la formation, donc je vais vous poser la question. Je l'avais prévu pour un peu plus tard, Nathalie, mais c'est vrai que ce chiffre est intéressant. 90% des répondants de l'étude considèrent que le Web3 est sous-représenté dans les écoles et les universités. C'est intéressant ce chiffre. C'est intéressant et ça montre aujourd'hui le travail qu'on a à faire auprès, encore une fois, des autorités publiques parce que c'est un sujet, le Web3, ce n'est pas que la crypto, c'est des sujets qui sont techniques, qui sont profonds, qui sont directement aujourd'hui intégrés à l'ensemble des outils financiers mondiaux. C'est pour ça que les États-Unis aujourd'hui dérégulent. Ils ont compris que aujourd'hui c'est un avantage comparatif qui se dessine chez eux parce que la plupart des flux financiers d'investissement viennent de chez eux. Donc Trump, au-delà du côté très sarcastique qu'il peut avoir, enfin il y a quand même des enjeux, des intérêts qui sont identifiés. Et l'idée c'est que les États-Unis deviennent tout simplement le hub en fait et le référent sur le Web3. Oui, il est en train de monter une vraie machine, ça c'est certain. Juste au niveau de cette question de la formation, vous en donnez des formations? Alors, c'est un sujet qui est abordé? Alors, c'est un sujet qui est abordé, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de cursus qui a cursus comme crypto, spécialisation. Cursus Web3, exactement, cursus blockchain. On a un cursus, par exemple, dans le PGE, enfin dans le programme phare de l'école, effectivement, en M2, il y en a qui vont se diriger vers, ça s'appelle finance de marché et technologie, donc on va l'aborder par exemple dans ce M2, mais d'abord ça veut dire qu'il faut arriver en M2, donc voilà, donc ça veut dire déjà que tous ceux avant qui ne sont pas intéressés par ces problématiques n'ont quasiment aucune occasion de le voir. Bon, moi si certains me choisissent comme électif avant, je l'aborde dans un cours plus standard de système bancaire et monétaire parce que vu que c'est quand même un grand changement, il faut vraiment qu'ils comprennent. Moi je l'aborde assez, mais c'est déjà du M1 et donc en fait il faudrait que ce soit évidemment dès les premières années. Certains programmes les ont, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de cursus. Et une des difficultés aussi qu'on voit, il y en a plutôt deux, c'est déjà il faut que les profs de finance, je dirais traditionnels, comprennent. Exactement. Et tout le monde. Alors on en a effectivement plus aujourd'hui. J'ai beaucoup de collègues qui ont aussi cette capacité à vulgariser, à avoir de la pédagogie là-dessus, mais tous ne l'ont pas. Et deuxièmement, même ceux-là, et même comme moi j'ai une limite techno, c'est-à-dire que je comprends la majeure partie des choses, mais en techno, je ne peux pas avoir cette finesse de compréhension pour aller au-delà. Et là, il faut en fait avoir une alliance avec effectivement des gens qui viennent de la tech, les professionnels du secteur, qui puissent venir éclairer sur cette partie-là. Et c'est pas toujours facile à mettre. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu et je pense que c'est urgent. Stéphanie. Oui, je crois que les écoles d'ingénieurs sont un petit peu plus portées sur les sujets technologiques et donc sur cette éducation financière qui utilise la technologie
technologie. Tout à fait. Ce qui est un petit peu moins le cas des écoles de commerce qui gardent des bases classiques sur les enseignements. Je pense que de toute façon, il faut promouvoir cette éducation financière et cette éducation de l'investissement. Et ça concerne les cryptos, mais ça concerne aussi tous les types d'investissements en réalité. Et il faut commencer très tôt. Et aujourd'hui, en fait, on a accès à travers des livres notamment à énormément d'informations vulgarisées. Donc c'est très accessible. En tout cas, ça le devient et il faut le dire. Oui, c'est vrai que c'est important de l'éducation financière. Mais il y a quand même une question, un enjeu pour l'avenir d'aborder ces sujets avec les jeunes générations, ne serait-ce que justement pour le développement de ce secteur. Dans votre étude, on dit que la moitié des entreprises interrogées ne sont pas rentables. Si les jeunes se mettent à faire ça de plus en plus tôt, si ce système commence à arriver de plus en plus tôt dans leur carrière, bref, si c'est pris plus tôt, là on a l'impression d'être toujours un peu en retard. Forcément, ça va un peu changer les choses, Cyril. Oui, c'est vrai que c'est un peu malheureusement le constat qu'on fait. Et à chaque rupture technologique, que ce soit sur l'IA, demain sur le quantique, on fait toujours un petit peu le même constat du retard qu'on a parce qu'il manque des investissements, parce qu'il n'y a pas la formation, parce qu'il y a de la frilosité de la part des acteurs de l'écosystème pour intégrer l'ensemble de ces technologies. Donc oui, commençons par surtout l'éducation, parce que la France, encore une fois, il y a une vraie reconnaissance de sa spécificité, de son excellence sur ces sujets. On a beaucoup d'acteurs français qui s'exportent dans les hubs, que ce soit en Asie, aux États-Unis, parce que effectivement il y a plus de facilité, parce qu'il y a une maturité qui est différente. Mais c'est vrai que c'est un sujet aussi pour les pouvoirs publics à l'heure où on vote les budgets, pour comprendre aujourd'hui que, encore une fois, en France, on a tous les éléments qui nous permettraient d'être leader en Europe sur ces sujets-là. On a tous les éléments, mais ça pose quand même très clairement la question de cette différence de traitement entre ce qui se passe aux États-Unis depuis janvier et ce qui se passe en Europe depuis janvier, justement. Finalement, c'est vraiment, on est aux deux extrémités d'une même affaire, et c'est vraiment, on va prendre un retard considérable. Je posais la question hier à Laurent Ovian sur est-ce que 2025 allait être une année charnière ou une année grise où il allait rien pouvoir se passer à cause de ces réglementations, de ces demandes finalement de certification, tout ça. Est-ce qu'on va perdre encore du temps à cause de tout ça, Nathalie ? Oui, c'est la grande question. D'ailleurs, je commençais justement un cours sur ce sujet et c'est ce que j'ai dit aux élèves. Je disais, bon, vous êtes dans une année passionnante parce que il y a 2 ans, je me rappelle avoir commencé le cours en disant, en France, on pense que l'instabilité réglementaire américaine va jouer en faveur de l'Europe et de MICA. Et aujourd'hui, je commence mon cours avec l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on craint la stabilité réglementaire européenne, fait peur parce qu'on se dit que par rapport à ce qui va se jouer aux États-Unis, ça va être too much par rapport à ce qui va pouvoir se jouer dans le développement. Donc c'est incroyable. Stéphanie ? C'est tout à fait vrai. Après, je pense que la situation est quand même différente par rapport à il y a 1 an, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs institutionnels qui viennent sur ces sujets crypto, qui s'y intéressaient moins. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut une alliance entre les acteurs de la TradFi et l'écosystème crypto. Oui. Et on le voit, il y a des initiatives. Quand on voit par exemple Société Générale Forge avec sa branche crypto, c'est la preuve que malgré la réglementation, il y a un mouvement pour accélérer la croissance dans cette finance. Évidemment, il y a des acteurs qui y voient de l'intérêt, tout à fait, mais il y a les institutions qui freinent des cas de fer. Christine Lagarde, qui n'est pas d'accord, qui veut pas de ces crypto-actifs et du Bitcoin de façon générale dans les réserves stratégiques. Il y a le FMI qui fait une sorte de chantage au Salvador pour accorder un prêt d'1,4 milliard. Enfin, tout ça fait qu'on voit bien que les institutions freinent terriblement des cas de fer. En fait, on a l'impression d'être effectivement dans une situation, enfin c'est vraiment de la schizophrénie, puisque d'un côté on vient de souligner que voilà, Forge, les banques effectivement commencent à je lisais aux États-Unis pareil, les banques de Wall Street vont être, on va leur donner la possibilité d'avoir des activités crypto, donc là pas seulement d'avoir des clients qui possèdent des cryptos, mais vraiment des activités crypto. Donc on se dit effectivement il y a quelque chose qui va pas en Europe, on peut pas continuer dans cette schizophrénie avec une Christine Lagarde qui continue à nous donner les refrains de Bitcoin, c'est pas bien, c'est l'argent du crime. Enfin, je veux dire, là, on est complètement, on est has-been, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Et d'un autre côté, on voit tous les jours, d'ailleurs, c'était très drôle, après la nomination de Trump, le lendemain, c'était le responsable de la banque centrale tchèque qui faisait sa sortie sur les réserves en Bitcoin. Là, on a eu il y a un groupe en Suisse qui pousse pour un référendum pour poser la question à la Banque
nationale suisse pour avoir une réserve en bitcoin, Hong Kong de la même façon, la Pologne et voilà, et le Brésil aussi, le Brésil également qui a dit qu'il lui aussi. Donc on se dit bon, faut alors je sais bien que c'est pas à peine, on nous dira qu'on va tomber dans la mode, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose derrière ce trend, c'est peut-être révélateur de quelque chose. C'est schizophrénique, en tout cas, ça vous l'avez dit effectivement. Stéphanie, on va parler de la fiscalité. C'est vrai qu'on a failli, c'est passé comme ça. Voilà. Hein, les filles pour... un mauvais week-end. Là, au final, ça a été plutôt un bon week-end. Cette fiscalité qui a failli être encore plus punitive, finalement, ne le sera pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. En fait, on a eu un projet de loi de finances pour 2025 la semaine dernière, donc adopté par le Sénat, qui indiquait une modification dans l'assiette de l'impôt sur la fortune. Donc aujourd'hui, l'assiette de l'impôt sur la fortune, c'est uniquement l'immobilier. Et ce que souhaitaient faire les sénateurs à travers ces amendements, c'est introduire d'autres actifs. Appelés actifs improductifs. Donc là déjà il y a un vrai sujet. Dire que les crypto-monnaies c'est un actif improductif, c'est à mon avis une méconnaissance de ce que c'est que cette classe d'actifs. Parce que ce ne serait pas basé sur du travail, en l'occurrence. C'est ça, hein, c'est l'un des arguments que Jean-Marc Daniel. Oui. Après, dire que investir dans l'immobilier locatif, c'est productif, mais pas dans les cryptos. Exactement. Il faut essayer de comprendre les points de vue de chacun. Oui. Néanmoins, il y a un vrai sujet de faisabilité. Et là, je pense que ça n'avait pas été étudié en amont. En fait, l'impôt sur la fortune, c'est une photographie de votre patrimoine au 1er janvier de l'année. Or, dans le cas des crypto-monnaies, vous pouvez très bien avoir un patrimoine au 1er janvier qui dépasse le seuil pour être éligible, mais le 2 janvier, du fait de cette volatilité inhérente, ne plus être dans le champ. Autrement dit, ça peut signifier que vous devez payer un impôt sur des actifs que vous ne détenez plus. Donc, ça crée une situation d'absurdité qui pourrait conduire même à vendre immédiatement et dans un climat défavorable vos cryptos, être taxé sur la plus-value de vos cryptos, tout ça pour payer votre impôt, vu que vous ne pouvez pas payer votre impôt en crypto. Donc là, on voit bien que le texte n'avait pas forcément été parfaitement paramétré par rapport à la réalité de cet actif. Bon, l'achat est PBL, ça n'est pas dans le texte en l'occurrence, ça n'en fait pas partie. Exactement. Vous parliez de fiscalité incitative, bon, c'est mettre un petit peu d'optimisme dans la fiscalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout à fait. Alors, on peut très bien imaginer une fiscalité qui n'est pas punitive, qui ne consiste pas simplement à prélever une partie de votre patrimoine, mais au contraire à vous dire, si vous réinvestissez vos plus-values dans l'activité économique, ça existe déjà, ce type de dispositif, eh bien vous bénéficiez d'un report d'imposition. Ce qui peut encourager en réalité les détenteurs de crypto à vendre, à réinvestir, à réinjecter de l'argent dans l'écosystème. Crypto ou non, d'ailleurs. Le fait est qu'il faut réinjecter dans l'économie française pour la croissance. C'est terrible parce que depuis que je fais cette émission, depuis quelques semaines, les cryptos et Bitcoin en Europe, c'est réglementation, fiscalité, point. C'est ça, en fait. Nos sujets, en ce moment, c'est ça. Et c'est très dommage, parce qu'effectivement, on ne parle pas d'innovation, on ne parle pas de croissance, on ne parle pas de potentiel, alors que les Américains, c'est de ça dont ils parlent. Absolument. C'est vrai que... Et on parlait, pour moi, il y a un sujet d'éducation qui est fondamental. Plus de 60% des Américains sont habitués à boursicoter. Donc déjà, il y a un sujet de culture générale. Et, culture financière, comme voilà, l'exemple qui est donné aujourd'hui, c'est que le texte sur la fiscalité n'était pas forcément bien cadré. Et aujourd'hui, je pense que nos politiques, malheureusement, ne comprennent pas les tenants et aboutissants de tout ça. Donc peut-être qu'il y a un travail aussi pour des acteurs comme Finance Innovation, d'éducation, de pédagogie, parce que c'est important. Mais c'est vrai que les Américains ont une vision de marché, d'innovation et une vision concrète, alors que malheureusement, nous, Européens, on est encore effectivement sur ces sujets de réglementation. Et partout ailleurs, ceux qui voudraient, on a l'impression qu'ils sont empêchés, qu'ils sont rappelés à l'ordre, Nathalie Janson, finalement, à la moindre occasion. Je parlais du Salvador tout à l'heure, et c'est un exemple très lointain, mais même les entreprises qui pourraient peut-être vouloir essayer, les commerces qui voudraient peut-être faire des cas d'usage, l'immobilier, tout ça, ce sont des initiatives individuelles
individuels, on voit Cannes qui veut utiliser l'Ethereum, on voit des villes qui veulent faire des achats comme ça d'immobilier. Il y a des tests. Ça reste un peu au niveau du test pour le moment. Oui, on a l'impression que tout ça est freiné. Oui, complètement. Donc, en effet, vous avez eu quelques sorties comme David Lisnard à Cannes qui a dit qu'il voulait être la ville de la crypto parce que voilà, il s'est dit que pourquoi pas essayer de lancer quelque chose d'innovant. Surtout que on voit bien avec aussi l'initiative du printemps que dans des lieux de commerce où on a beaucoup de tourisme étranger, alors c'est pas pour les Français, en fait. C'est parce qu'on a une clientèle étrangère que ça a du sens. Exactement. Mais bon, autant, je veux dire, autant en profiter. Oui. Mais c'est vrai que on voit qu'il peut y avoir un intérêt, mais qui est freiné, et que dans ces circonstances, on a une clientèle étrangère, on va pouvoir y aller parce qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur ces personnes qui, elles, ne vont pas réfléchir à passer, en fait, à utiliser effectivement ces cryptos en paiement, parce qu'en effet, en France, vous avez toujours, si vous parlez à des gens d'écosystème, ils vous diront toujours que beaucoup sont prudents parce qu'ils ont peur du fisc. Alors voilà. Ils ont peur du fisc au cas où ils transforment en achat. Voilà. Et ça, c'est vraiment, si vous parlez à des personnes qui sont très actives dans le système, ils vous le diront tous. Ils vous diront, effectivement, le principal frein, c'est l'inquiétude. On a l'impression qu'il y a le fisc derrière vous. Et s'ils voient que vous avez vous avez monétisé, ça y est, il va venir vous saisir. Et c'est la réalité, en fait. Parce qu'il y a l'inquiétude et il y a aussi la lourdeur administrative. Oui. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites un achat en crypto, vous devez calculer votre plus-value et la déclarer l'année suivante. Donc, c'est vrai que si vous achetez une baguette de pain et que vous devez à chaque fois calculer votre plus-value, ça freine un petit peu l'utilisation de votre carte de paiement, effectivement. Ce qui ne sera pas le cas, effectivement, des clients étrangers des casinos partouches qui ont aussi annoncé qu'ils voulaient et donc là, c'est vraiment rien. Bitcoin. Exactement. Donc là, il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire qu'à part des endroits où il y a beaucoup d'internationaux, je ne vois pas. Effectivement, pour la France moyenne, je pense que le sujet, il peut adresser parce qu'effectivement, les clients ont peur, n'ont pas envie de le faire. Pour le moment, on est dans une situation quand même assez inconfortable. Oui. Je voulais aborder, parce que ça passe très très vite, il nous reste 6 minutes, ce thème des femmes dans la crypto que vous portez, Stéphanie. Vous voulez finalement, quelle est l'idée? Élargir cette communauté qui est connue pour être effectivement très masculine. C'est une communauté très masculine, effectivement. Peut-être que c'est lié à l'histoire. C'est que effectivement les profils tech sont plus masculins à l'origine. Et puis l'éducation financière, c'est masculin quoi qu'il arrive. Bien sûr. Je vous dirais une petite anecdote. Alors moi, c'est vrai que je ne crois pas à un stéréotype. C'est celui qui dirait que les femmes sont plus averses au risque. Ça, je pense qu'en fait, c'est plutôt une question d'éducation financière, mais c'est pas proche de l'argent. Peut-être, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut se mettre en action, il faut s'engager, et c'est ce qu'on fait avec EWIC France, qui est donc la branche française de EWIC Global, une association, donc Association for Women in Crypto, qui a justement pour but de promouvoir les femmes, d'éduquer les femmes à cet écosystème. Alors, je précise quand même que cette association, elle regroupe des hommes et des femmes, tout le monde est bienvenu, elle regroupe aussi des acteurs de la finance traditionnelle et de l'écosystème crypto, parce que l'idée, c'est vraiment de rassembler. Et le but, c'est 1, l'éducation. 2, le réseautage, parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir un bon réseau pour croître dans cet écosystème. Et puis, c'est aussi le mentorat, parce que c'est important d'avoir des rôles modèles féminins pour se projeter. Nous, on parle beaucoup aux étudiantes qui nous disent, en fait, je vois pas bien quels sont les métiers qui seraient pour moi dans ce domaine. Il y en a plein. Et il y en a de plus en plus, que ce soit en compliance, dans les technologies, dans le droit. J'en suis la preuve. Et le but, c'est vraiment de dire que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut s'impliquer. Et nous, on est là justement pour donner l'accès aux femmes. Ça va prendre beaucoup de place dans les années qui viennent, dans notre économie d'intelligence. Oui, tout à fait. Et je discutais justement avec un collègue qui lui aussi fait un cours crypto plutôt côté droit et qui me racontait une anecdote du semestre dernier où effectivement, il a fait un sondage dans sa classe et ça n'a pas manqué. C'est-à-dire les 10 jeunes filles qui étaient dans sa classe ont dit qu'elles ne
ne voulaient pas, enfin ils n'étaient pas du tout favorables au Bitcoin contre les garçons qui majoritairement étaient plutôt ouverts. Et donc, alors pareil, il m'a répondu la même chose. Il m'a dit non mais je peux pas croire que les femmes soient toutes averses au risque. Bon, faut passer à autre chose. Alors moi j'ai une petite autre explication. Alors peut-être parce que je suis plus âgée, j'en sais rien, et puis que j'ai des enfants à la fois filles et garçons. Je pense aussi qu'il y a un problème de ce nouveau système a quelque chose d'effectivement de disruptif, donc il va compromettre les règles. Et effectivement, on a quand même une plus grande, pas obéissance, mais on est plus rule compliant quand on est, enfin les filles sont plutôt rule compliant que les garçons. En tout cas, moi c'est ma faible observation de chez moi. Et donc elles ont plus de mal à entraver les règles. Et comme le Bitcoin c'est un peu sulfureux comme sujet, elles y vont pas spontanément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'effectivement une fois que c'est pas expliqué, certaines effectivement passent le pas. Mais il y a un peu de ça dans, en tout cas, l'attractivité avant. Voilà. Ouais, je vous confirme qu'une fois que c'est expliqué, c'est bon, ça y va. Exactement. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Aucune raison et toute génération. Je suis assez d'accord avec Nathalie, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce préjugé autour des cryptos, c'est un peu la culture des bros. Voilà. C'est très masculin. Mais pas que. C'est ça le truc. Il ne faut pas que ça se cantonne à ça. Voilà, pas du tout. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, on l'a vu déjà avec les fintech, avec le secteur financier de façon générale, les femmes sont très peu représentées. Et je lisais des recherches académiques qui montraient que sur l'apprentissage des sciences dures, en fait, malheureusement, il y avait une espèce de mur de verre où les femmes n'étaient pas promues pour ce genre d'études. C'était plutôt le droit, plutôt le marketing, plutôt ce genre de choses. Et ça, effectivement, il faut, je pense, des rôles modèles. Aujourd'hui, le secteur financier en comporte beaucoup. Et c'est l'occasion, effectivement, de vraiment se dire que ce secteur doit se féminiser. C'est très important. Il faut les prendre par la main. Il y a un vrai aussi enjeu de développement économique avec l'arrivée des femmes dans ce secteur. Tout à fait. Et je pense que ça a été identifié justement par les grands acteurs qui d'ailleurs soutiennent EWIC. Aujourd'hui, on a la BPI qui soutient l'association. On a des entreprises comme Meria, comme Circle, comme Société Générale Forge qui disent vouloir justement participer à cette démocratisation auprès des femmes parce que les femmes apportent quelque chose d'autre dans l'innovation, dans la croissance et que très clairement c'est favorable pour l'ensemble de l'écosystème et non pas uniquement pour les femmes en bout de course. Oui, c'est ça. Il y a des métiers, il y a des carrières et c'est vrai que c'est intéressant. Le mot de la fin, Cyril. Ben oui, sur la féminisation, je pense que c'est important d'avoir des rôles modèles. Je pense notamment à la banque de l'UBAC qui a participé à cette étude avec Élodie Trévillot qui vient d'être associée à la banque. Je sais qu'ils ont un programme justement sur ce sujet, donc à mon avis, il y aura des choses à faire. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait des choses positives à ressortir de cette étude. On a le potentiel. Je pense qu'il faut avoir une stratégie, encore une fois, qui soit adaptée effectivement à nos futurs champions. Mais l'Europe avait de l'avance sur ce sujet-là. Essayons de le garder, même si ça va être très compliqué, je vous l'avoue. Je garde votre optimisme en moi, parce que vraiment on veut y croire. Mais c'est vrai que tous les jours, c'est pas facile à défendre face à ce mur américain. Des événements justement sur EWIC et à garder en tête. Oui, Stéphanie ? en ce moment on a un concours justement en partenariat avec Société Générale Forge destiné à la fois aux professionnels et aux étudiantes et à la clé une journée de découverte des métiers de Société Générale Forge et du mentorat. Donc c'est probablement notre première action et il y en aura énormément d'autres à l'avenir. Je viendrai en parler sur ce plateau. Tout à fait, avec plaisir. Merci à tous les trois. Stéphanie Neymar-Catias, avocate associée chez DNA Partners, Nathalie Janson, professeure associée d'économie à Neoma Business School, Cyril Armange, directeur général de Finance Innovation. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Émission à retrouver en podcast et en replay. Vous nous écrivez aussi, vous nous posez toutes vos questions, que vous soyez homme ou femme, et on y répond demain. Demain, c'est une journée spéciale. On répond à vos questions. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Semourer pour BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.